Bonjour à toutes et tous et bienvenue à Quai du Polar. Nous sommes à l'hôtel de ville de Lyon sous l'escalier d'honneur et nous sommes en direct et en Facebook Live sur bipolar.fr. Je suis accompagnée de Fabrice Papillon, journaliste scientifique, producteur de documentaires, auteur d'ouvrages de vulgarisation scientifique et auteur de polar depuis 2017. Fabrice Papillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc l'auteur du dernier Hiver qui est sorti en poche chez Point le 14 mars dernier. Comment est-ce que vous avez vécu le succès de ce premier thriller qui est meilleur polar des lecteurs Point 2018 ? Écoutez, évidemment beaucoup de satisfaction, de joie, de bonheur, on peut dire vraiment très émouvant dès son premier roman, sa première fiction, puisque j'avais écrit d'autres ouvrages, mais plus de journalisme, de vulgarisation scientifique, de sentir un engouement, pour pas dire parfois même des passions. J'ai eu tellement de retours, de commentaires, de gens qui se sont fait prendre par l'intrigue, par l'aspect à la fois historique, à la fois scientifique, que évidemment ça donne une énergie vitale incroyable, et notamment pour la suite, le deuxième que je suis en train de terminer, qui paraîtra en octobre. C'est pour moi un moteur fabuleux. Alors c'était ma dernière question de notre interrogatoire, mais parlons de ce deuxième, et puis après on parlera du premier, faisons les choses anti-chronologiquement. Ce deuxième, il parle de quoi ? Il y ressemble au premier dans la structure. On est entre l'histoire et le présent. On traverse toute l'histoire, mais cette fois, au lieu de commencer à l'Antiquité comme dans le premier, on commence dans la préhistoire en 35 000 avant Jésus-Christ. On traverse là encore une dizaine de périodes historiques. À nouveau, un étrange secret qui passe de main en main et qui va, là encore, probablement faire basculer le destin de l'humanité, mais d'une manière peut-être encore plus inattendue que dans le premier. Et son nom, pour l'instant, de titre, c'est Régression. Et on est à la fois en Corse, dans le décor initial, pour le début de l'enquête criminelle, et puis ensuite, on va carrément partir dans de nombreux pays, y compris en Russie, en Sibérie. C'est une longue quête à la fois spatiale, géographique et bien sûr historique, à travers des figures nombreuses, y compris célèbres, comme Homère, Socrate pour l'Antiquité, puis beaucoup plus moderne pour d'autres figures qu'on rencontre au fil de l'eau, comme Rabelais, Michel-Ange et tant d'autres. J'imagine que, comme dans votre premier roman, le second donnera aussi la part belle aux femmes. Alors, pas forcément, on ne va pas refaire toujours la même chose, il y aura des femmes. Et d'ailleurs, une des héroïnes sera une figure féminine très importante, comme dans mon premier roman. Ça, je ne peux pas m'en départir, c'est très important pour moi. Mais dans l'histoire, il y a peut-être moins de présence systématique de figures féminines que dans le premier. Alors, on va donc revenir sur ce premier ouvrage, Le Dernier Hiver. Dans votre carrière, vous avez été lanceur d'alarme, on va dire, pour pas dire alerte, avec notamment vos ouvrages et vos documentaires sur le clonage, sur la myopie, sur la pollution. Après avoir fait ces films, après avoir fait ces différents essais, est-ce que le polar vous est apparu justement comme un nouveau médium pour lancer vos alarmes ? C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'au bout de 20 et quelques années de journalisme scientifique, de production de documentaires, de livres, exactement ce que vous résumez très bien, il y a un moment où on se dit, au fond, est-ce que je touche tout le public que j'aimerais toucher ? Et comme je suis un vrai littéraire de formation, que j'aime parler avec les gens très simplement, je me rends compte qu'il y a toute une frange de gens pour qui la vulgarisation scientifique, les livres ou les films sérieux, ça n'est pas forcément leur tasse de thé, c'est normal. Enfin, je peux très bien le comprendre. Je me suis dit, avec la fiction, avec le divertissement offert par le polar, avec le mystère, les rebondissements. Je suis moi-même un super client de polar, donc ça a été une maturation aussi de lecteur passionné. Je me suis dit, j'ai peut-être là l'occasion de dire des choses très documentées. J'ai fait de longues recherches pour ce livre, mais en les offrant sous un jour complètement fictionné, donc très divertissant, captif, pour pouvoir faire passer des messages ou de la connaissance sans en avoir l'air. Alors du coup, l'idée de ce dernier hiver, est-ce que c'était une idée fictionnelle ou est-ce que vous vous êtes dit plus une idée, on va dire, de message en se disant, bon, moi je vais faire de l'histoire populaire, de la science populaire et du thriller populaire Vu le livre qu'on ne peut pas dévoiler, on peut espérer que ce n'est pas quelque chose que je souhaite forcément qu'il arrive. Qui nous arrive. Mais les ressorts,
les tenants et les aboutissants, la place des femmes qui a été niée, pour ne pas dire plus, pendant des siècles, y compris dans la jeunesse des idées, de la connaissance, des sciences, de la philosophie, et le basculement que ça peut impliquer aujourd'hui au début du XXIe siècle, c'est vrai que ça fait partie de messages forts auxquels je crois. Il y a un certain féminisme dans ce livre, et au-delà de ça, il y a eu aussi une volonté de prendre du recul très historique sur des siècles, sur ce qui nous arrive et sur la manière d'appréhender les révolutions technologiques. Donc il y a toujours un fond de message, ou surtout quand il y a de la philosophie, ce qui est un peu le cas de ce livre aussi, dispersé. Mais évidemment, c'est un vrai thriller, c'est un vrai divertissement. Et il se passe des choses un peu atroces, parfois étonnantes, qui ne sont pas dans la réalité. J'espère qu'elles ne le seront jamais. Alors, on parle de messages, on ne veut pas non plus perdre les internautes et perdre les spectateurs. Le dernier hiver, c'est donc un polar. Il y a une enquête, il y a une stagiaire de police, inspectrice de police. Le résumé rapide du plot. Le principe, c'est l'alternance entre des épisodes du passé et du présent. On débute en 415 après Jésus-Christ, donc fin de l'Antiquité, avec le massacre d'une figure qui a vraiment existé, qui s'appelle Hypatie d'Alexandrie, qui rayonnait de connaissances philosophiques, mathématiques. Elle est massacrée, apparemment par ce qui semble être des chrétiens, et elle laisse derrière elle un héritage, une sorte de secret, dans un codex. Et ce codex va passer de main en main, et ça, ce sont tous les chapitres historiques qui vont être nourris. Il va être nourri, augmenté par des mains parfois célèbres, comme Newton, Voltaire et d'autres. Beaucoup de figures féminines, comme Émilie du Châtelet, comme Curie, etc. Et puis, au présent, et ça, c'est l'alternance, on se trouve confronté à des crimes très étranges qu'on retrouve par exemple sous une statue du dieu Hermès dans une boutique Hermès à Paris, ou au sommet du Puy de Dôme au temple de Mercure. Et on voit bien qu'il y a, si c'est un serial killer, en tout cas, il y a une volonté de raisonner avec l'Antiquité ou des messages ésotériques de l'Antiquité. Et donc le lecteur est sans cesse ballotté entre le passé qui lui donne des indices pleins de mystères et le présent avec une enquête où j'ai enquêté longtemps avec la police scientifique, la crime à Paris, etc., pour que ce soit hyper réaliste. Et petit à petit, tout finit par converger et par faire basculer le destin de l'humanité dans ce qu'on peut appeler une sorte de dystopie. On se projette dans quelques années, et c'est ça le principe. Alors, dernière petite question avant de passer à nos autres pastilles. Il y a donc de l'histoire, il y a de la science, il y a de l'utilisation de la technologie, et il y a cette enquête de terrain. Tout ça, c'est combien de temps de documentation? Ce polar, vous l'aviez en tête depuis combien de temps? Je ne l'avais pas depuis si longtemps que ça, mais le début et la fin, d'où je voulais partir et où je voulais arriver, ça, c'était dans ma tête. Puis après, il y a eu une phase d'élaboration d'un vrai plan, il y a 35 chapitres, dont un tiers d'historique. Donc il y a eu un très gros travail de documentation à la fois historique, mais aussi dans le présent, d'où mes nombreuses interviews, enquêtes. D'ailleurs, je rends hommage à tous ceux qui m'ont ouvert leurs portes, comme la police technique et scientifique, tout près d'ici, à Écully. Et à force d'interviews, de rencontres, de journalistes, et puis de documentation plus historienne, si j'ose dire, mon bagage, ma culture scientifique, pour toute la partie plus autour de la génétique et des manipulations génétiques, eh bien, au bout de 18 mois de ce travail en pointillé, puisque j'ai un travail, je suis producteur de documentaires, et donc au bout de 18 mois de ce travail en pointillé, j'ai commencé à écrire, et 18 mois plus tard, le livre était terminé. On va passer maintenant à une pastille qui s'appelle le Go Fast. Le Go Fast sur Bipolar, c'est une façon pour nous de connaître un petit peu plus vos influences polars, mais aussi vos goûts polars. Et on commence par exemple, quel serait votre film policier ou thriller préféré? C'est difficile d'en avoir un seul, mais enfin j'ai été très marqué par l'hyper-réalisme un peu dark de 36, qui est des Orfèvres. Olivier Marchal, qui je crois est un local, et d'ailleurs je l'ai croisé hier dans la rue, mais c'est une anecdote. Et Olivier Marchal, un vrai policier de terrain qui s'est mis à passer dans la fiction, et avec une noirceur et un réalisme parfois extrême. Pour moi, c'est dans mon état d'esprit l'hyper-réalisme, pour pouvoir ensuite raconter des histoires. Donc voilà, c'est un exemple. Est-ce que vous avez un polar préféré en livre? Un polar préféré en livre? Alors moi, je suis un fan de Granger, et donc j'ai lu, je crois, tous les Granger. Donc je vous dirais, depuis les Rivières pourpres jusqu'au dernier, enfin peut-être un peu moins les 2 ou 3 derniers qui sont dans un autre parfois univers, mais les premiers, réellement, j'ai été complètement emballé. C'est lui, Granger, qui m'a donné envie de passer au thriller, vraiment.
Donc c'est lui qui vous a mis le pied à l'étrier Alors, le pied à l'étrier intellectuel, c'est-à-dire le code de lecteur. Et puis après, j'ai la chance de connaître un garçon qui s'appelle Bernard Werber, l'auteur des Fourmis, et qui, lui, m'a montré par sa gentillesse, sa simplicité, quand même écrivain immense, plus de 25 millions de livres vendus, m'a montré qu'on pouvait être tout à fait normal et écrire des thrillers. Enfin, lui, c'est pas des thrillers, mais écrire des bouquins compliqués, où on part dans des idées très parfois ésotériques. Et donc, voilà, c'est des figures qui ont beaucoup compté pour moi. Est-ce que vous avez un personnage de fiction qui vous parle plus qu'un autre? Un personnage de fiction, Sherlock Holmes, forcément. Pourquoi? Parce que c'est la passerelle entre l'enquête criminelle, le début de la démarche déductive, scientifique, et avec toujours des énigmes incroyables. Et donc, le vrai Sherlock Holmes, c'est exactement l'esprit de la police technique scientifique d'aujourd'hui avec les moyens modernes. Alors, vous précisez le vrai Sherlock Holmes parce que dans les références cinématographiques, séries, il y en a que vous aimez pas trop. Il y en a qui sont plus ou moins réussis. Mais dans ceux qui ont vraiment cherché les ressorts avec un hyper-réalisme historique, ceux-là sont magnifiques. Plutôt le livre. Oui, livre. Et puis un film, là, une des dernières adaptations cinéma était assez remarquable, franchement. Est-ce que vous avez lu récemment un polar? Oui, j'ai terminé il y a peut-être 10 jours, 15 jours, un polar, un premier roman d'ailleurs, qui s'appelle L'Empathie d'Antoine Renan. Je crois que ça doit être chez Robert Laffont, qui est un excellent polar. Et qui n'a rien à voir avec ce que j'écris, mais très bien, tant mieux, qui est très psychologique, qui est très fouillé quand même, hein, qui est très fin, et qui est toujours sur l'ambiguïté des personnages, et c'est remarquablement bien fait. Alors merci pour cette interview Go Fast. On passe maintenant à une autre pastille bipolaire qui s'appelle Le fait divers. Je profite du fait que vous soyez historien de formation, journaliste scientifique, pour donc vous interroger à ce sujet. D'après vous, quel fait divers, ou fait scientifique ou fait historique, ferait un bon polar? Alors, je l'utilise un tout petit peu dans mon premier roman, c'est un des chapitres. Donc ça mériterait à mon avis un vrai polar historico-scientifique. C'est la mort d'Henri II, le roi Henri II, qui a été blessé mortellement par une lance pendant un tournoi. Et pendant des jours, Ambroise Paré, qui a laissé son nom à diverses ruses et hôpitaux, qui était le médecin royal, a essayé de le sauver en faisant des expériences horribles sur des condamnés à mort et en étudiant le cerveau. C'est le début d'une approche très concrète de l'étude de l'anatomie. Et derrière ces figures historiques, il y a un certain Nostradamus qui était un des conseillers occultes de Catherine de Médicis et de la cour de France, qui a joué un rôle aussi et qui avait anticipé dans toutes ces fameuses maximes la mort d'Henri II en disant par une lance il sera, le roi sera, enfin il avait tout compris. Et cette maxime-là a énormément marqué les gens. Donc moi, le côté anticipation, Nostradamus, qui est un personnage mystérieux qui meurt dans des conditions tout à fait mystérieuses, et la réalité historique de la fin atroce d'Henri II et des expériences d'Ambroise Paré, voilà quelque chose qui m'inspire. Alors, ça fait un bon polar plutôt livre. Si il y avait un polar que vous deviez, enfin un fait divers que vous deviez adapter en polar au cinéma, ce serait le même? Pourquoi pas celui-ci? Mais il y en aurait, sincèrement, touchant à tous ces univers et à toutes les époques. Mais à l'Antiquité, la mort de Socrate, 399 avant Jésus-Christ, il boit la ciguë. Il faut voir dans quelles conditions. C'est rapporté dans un ou deux textes de Platon, mais il y a une part de mystère. L'un des textes est inachevé et ça m'inspire. D'ailleurs, j'en parle un peu dans mon deuxième roman. Voilà, il y a des faits comme ça qui sont hyper inspirants. Est-ce qu'il y aurait un fait d'actualité ou historique que vous auriez aimé vivre, vous, en tant que citoyen, une période de l'histoire? Moi, j'aurais rêvé d'être une petite mouche immunisée contre toutes sortes d'atteintes biologiques et violentes, notamment à l'Antiquité. 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est l'âge d'or, c'est vraiment la période où on retrouve à la fois le début du théâtre, les Dionysies, le début de la philosophie vraiment qui va donner ensuite Platon, Socrate, etc. Ça commence par Démocrite, qui pour moi est une figure. Donc 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ, vive cette époque. En Grèce, ça aurait été mon rêve. Alors vous vous inspirez aussi du coup de faits divers beaucoup. Est-ce que vous en lisez? Est-ce que vous allez les chercher ou est-ce qu'ils viennent à vous?
Je suis journaliste, alors forcément, je suis quand même au contact parfois de réalités difficiles. Puis je fréquente de plus en plus les milieux d'enquêteurs, donc police, gendarmerie, police scientifique, gendarmerie d'investigation criminelle. Ce sont des gens qui, au fil du temps, deviennent pas forcément des amis, mais des relations. Et alors, évidemment, on est imprégné de nombreuses affaires qui souvent ne sont pas forcément très grand public, mais qui sont incroyables. Donc, bien sûr, il y a beaucoup de... On est comme une éponge, hein. Alors Fabrice Papillon, merci beaucoup pour cet entretien. Merci. Il arrive déjà à son terme, mais l'entretien est déjà disponible en replay et du coup en Facebook Live, enfin sur la page Facebook en tout cas de Bipolar, sur le site internet bipolar.fr. Merci à tous ceux qui nous ont regardés derrière leur écran, merci à ceux qui nous ont regardés dans la salle et on se laisse ici à Quai du Polar.